Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast DNAT, Digital and Agile Transformation, le podcast qui vous fait découvrir l'envers du décor de la transformation digitale des grandes entreprises publiques et privées. Alors je suis accompagné aujourd'hui d'Ursula. Bienvenue Ursula, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode dédié au sujet du coaching delivery. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et présenter ton parcours chez EY ? Bonjour et merci du coup de m'accueillir à nouveau pour un podcast. Donc je suis Ursula Grouprugny, je suis senior manager au sein des équipes Digital and Agile Transformation d'EY. Je suis chez EY depuis un peu plus de 6 ans. J'ai plutôt évolué sur des rôles de Scrum Master, de RTE, donc plutôt dans des positionnements en tout cas dans l'agile, et aussi en tant que coach agile surtout, sur le secteur de l'énergie, du secteur public et également pour les transports et l'environnement. Très bien, donc bienvenue encore une fois Ursula. Alors comme évoqué précédemment, ce podcast porte sur le coaching delivery. Mais alors qu'est-ce qu'on entend par le coaching delivery et en quoi cela consiste ? Alors, pour moi, le coaching delivery, c'est une part, on va dire, du coaching agile. L'idée, c'est vraiment de faciliter le delivery et d'embarquer un maximum les objectifs métiers dans les développements, en fait, des différentes équipes. Dans les différentes équipes Scrum ou également pour des équipes qui sont pas forcément en Scrum, mais qui souhaitent développer le produit. Et donc, l'idée par rapport à ce coaching delivery, c'est vraiment d'embarquer au maximum les objectifs métiers et donc de mettre en avant les bonnes pratiques de l'agile pour appuyer le delivery des équipes et donc les aider à servir les indicateurs de delivery et également produire de la valeur pour le client et répondre à de l'amélioration continue. Maintenant qu'on a une vision assez globale de ce qu'est le coaching delivery, est-ce que tu peux nous parler des types d'organisations ou d'équipes qui peuvent mettre en place ce type de pratique ou de framework ? Tout à fait. Pour moi, toute organisation et qui souhaite en fait améliorer son delivery peut mettre en place du coaching delivery. L'idée, ce n'est pas forcément d'être une grande DSI ou une petite digital factory. C'est toute organisation qui a mis en œuvre un framework agile, que ce soit du Scrum, du Kanban ou même du Safe, qui souhaite améliorer ses pratiques et donc développer l'organisation de ses équipes, peut mettre en place ce coaching delivery et notamment soit pour faire du passage à l'échelle, soit pour faire du passage au mode produit ou encore pour juste améliorer ses pratiques. Toutes les organisations sont donc en capacité d'introduire cette démarche. Mais avant toute chose, quel est le constat de départ et les points de douleur qui lancent un coaching delivery ? Alors pour moi, les constats ou ce qui va lancer un coaching delivery, ça va être notamment le fait qu'il y a un manque d'échange entre une DSI et les métiers. Très souvent, on va ressentir ce qu'on appelle un effet silo ou un effet mode guichet, c'est-à-dire le métier demande, la DSI va exécuter. Et donc c'est un peu le sentiment qui peut se retrouver dans certaines organisations, avec un sentiment soit de non-appartenance ou le fait d'être mis de côté de la part des métiers ou d'être vu comme de simples informaticiens dans la cave. Et donc l'idée, c'est de se dire que lorsqu'une DSI doit notamment aussi grandir d'un coup, parce qu'il y a de plus en plus de produits à développer ou de produits numériques à réaliser, elle va se doter soit de nouveaux prestataires, soit faire effectivement des recrutements en interne. Et donc, en fait, on va avoir des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs qui auront travaillé dans un mode agile et qui, du coup, ne vont pas se retrouver dans la culture et auront besoin, justement, d'avoir ce sentiment d'appartenance et de pouvoir développer des produits tout en ayant, en fait, un cadre de travail qui correspond finalement à ce qu'ils connaissent, à savoir plus d'agilité, beaucoup plus d'échanges entre les product owners et les métiers, de l'échange également entre les product owners et les développeurs. Donc ça, c'est important pour eux d'avoir tout ça. Très souvent aussi, quand on va lancer ce coaching delivery, c'est quand on va se rendre compte qu'il y a aussi un manque d'écoute de l'utilisateur final. Si on se rend compte que parfois des produits sont réalisés un peu de manière décalée par rapport aux attentes des utilisateurs. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut entendre de la part des équipes qui sont coachées, c'est on a un manque de retour terrain. Donc on a besoin de mettre en place une boucle d'amélioration continue ou d'échanges réguliers pour comprendre quels sont les besoins des utilisateurs finaux et comment cela se traduit dans nos produits. Et également, quand on va remarquer un manque de processus ou un manque de documentation. Parce que très souvent, on va avoir des prestataires qui vont arriver et qui n'auront pas forcément tout l'historique du produit et qui vont prendre du temps. Après, c'est normal, hein, quand on fait grossir des Scrum Teams, on a une baisse de vélocité, mais on a besoin aussi de comprendre ce qui se passe au niveau du produit. Et donc, le coaching delivery permet aussi de remettre un peu plus de process et d'organisation, même si on parle de l'agilité et que l'idée, c'est pas d'être complètement fermé dans un cadre. Et bien sûr, on s'adapte à l'équipe, mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces acteurs et donc leur permettre de gagner, de monter en compétence et de gagner justement en autonomie face au développement des produits. Ces premières questions nous ont permis de comprendre c'est quoi le coaching delivery, où est-ce qu'il peut s'appliquer et ses points de départ. Mais maintenant, passons au vif du sujet et parle-moi des bonnes pratiques du coaching delivery et quelles sont les actions à mettre en place pour faciliter justement ce delivery. Alors pour moi, en termes de première action, ce qui est important de faire, c'est d'arriver avec
une écoute. C'est-à-dire que on a une posture humble en tant que coach, on essaie de comprendre quels sont les points de douleur, on en a parlé juste avant, et ensuite on commence à s'atteler à mettre en place des premières actions. Donc ça peut être par exemple de revoir les rôles, les fiches de poste, c'est aussi de définir et peut-être de co-valider le RACI, c'est-à-dire quels sont les rôles, les activités de chacun. Retravailler aussi, s'il le faut, les processus de MEP, donc les processus de mise en production, par rapport justement au rythme de delivery. Est-ce que c'est à chaque fin de sprint? Est-ce que c'est tous les 2 sprints? On va faire une mise en production? Comment ça se passe? Tout ça, ça peut être justement compilé et mis en place dans une charte de l'agile de l'organisation qui est accompagnée. Ça peut être une charte où on va inclure les process de la phase de discovery jusqu'au delivery ou juste la partie delivery. On va aussi mettre en avant les différents rôles et également mettre en avant peut-être des points d'attention au niveau des bonnes pratiques de la Digital Factory ou de la DSI qui est accompagnée. D'accord, très clair. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le niveau d'adoption, les gains de cette mise en place, mais aussi le ressenti des équipes clients? Par rapport à ce niveau d'adoption et les gains de cette mise en place, ce que je peux moi identifier, ce que moi je vois par rapport à mes activités, c'est que très souvent on va avoir finalement des équipes qui vont ressentir un gain parce qu'ils vont se dire on nous écoute, on prend le temps de comprendre ce qu'on fait. Donc très souvent, moi ce que je mets en place, c'est aussi des rétrospectives où je vais demander aux équipes comment ça se passe. Quand je vais animer certains ateliers, je leur demande toujours un ROTI, un Return on Time Invest, donc sur une note de 1 à 5, comment est-ce qu'ils se sont sentis par rapport à l'atelier que je leur ai mis en place. L'idée, c'est d'améliorer justement leur pratique. Donc ça peut être des ateliers sur Definition of Done ou Definition of Ready. Ça peut être de faire des rétros pour comprendre la satisfaction des utilisateurs et aussi la satisfaction des actions de coaching. En termes de niveau d'adoption, on se rend compte aussi que certaines équipes vont pouvoir améliorer justement leur delivery en innovant, en essayant d'avoir des pratiques beaucoup plus agiles, en ayant peut-être plus d'autonomie aussi pour réaliser leurs activités. Ça permet aussi de mesurer l'impact du coaching, d'avoir ce ressenti de leur part. On se rend compte aussi que certaines équipes vont mettre en place des communautés. Parfois, j'essaie de faire des communautés de Scrum, des communautés de Product Owner, et donc eux le ressentent comme quelque chose de très positif. Et finalement, vont prendre le temps parfois de poser des questions qu'ils n'oseraient pas se poser, ou poser en fait à leur Scrum Master. Ils vont se les poser entre eux. Et le fait d'échanger avec d'autres équipes, ils se rendent compte que finalement, il y avait des pratiques qu'ils avaient que d'autres n'avaient pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez positif. Et le fait aussi de pouvoir leur faire bénéficier de retours d'expérience, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et ils nous le disent aussi. Donc le fait d'échanger avec des pairs, mais aussi des pairs de l'extérieur, c'est quelque chose aussi qui est apprécié de la part des personnes qui sont coachées. Alors, on a évoqué précédemment les bonnes pratiques pour mettre en place un coaching delivery, mais également les points de douleur qui mènent à mettre en place un coaching delivery. Maintenant, passons aux facteurs clés de succès de ce coaching delivery et les freins identifiés. Alors, je vais commencer par les freins, pour le coup. Très souvent, ce que moi, je vais noter comme frein, ça va être le fait qu'il n'y ait pas de sponsorship à la transformation ou qu'il n'y ait pas de sponsorship au niveau du coaching. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va lancer une activité de coaching pour répondre à un besoin, à un ressenti. Mais s'ils ne sont pas présents, s'ils ne monitorent pas régulièrement ce qui se passe au niveau des équipes, s'ils ne prennent pas le temps de comprendre si cela a un impact sur les équipes, ça peut être compliqué, en fait, d'embarquer tout le monde. Et tous ceux qui vont être, en fait, réfractaires au changement vont continuer, finalement, à rester dans leur pratique et ne pas forcément s'inclure dans la transformation. Si justement par rapport à tout ça, il n'y a pas d'action de levée de résistance au changement, ça peut être aussi compliqué de pouvoir accompagner l'ensemble des équipes et embarquer tout le monde vers plus d'agilité. Quand il y a également trop de personnes qui sont impliquées dans l'équipe cœur du coaching ou de la transfo. Avoir des sponsors, c'est important, mais si trop de personnes donnent leur avis, au final, ça commence finalement à faire plus de bruit et ça n'aide pas à avancer. S'il n'y a pas d'investissement ou de temps consacré à l'amélioration continue, et également s'il n'y a pas beaucoup de communication sur les objectifs et les actions. Donc ça, c'est plutôt pour les freins. Et en termes de facteurs clés de succès, je dirais que ça peut être tout l'inverse par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. Si on se rend compte que finalement, on a plusieurs sponsors qui appuient les actions de coaching, c'est quelque chose qui peut être très bien vu et ça va permettre justement aux équipes de se sentir embarquées de manière individuelle et collective. Et donc, le sentiment d'appartenance va aussi faire de l'émulation et permettre de pouvoir transformer. Et donc de lever tout frein finalement de résistance au changement. S'il y a une flexibilité, une adaptation aux différents profils, en tant que coach, on doit aussi s'adapter, on doit aussi comprendre quels sont un peu les caractères des uns et des autres, et donc adapter son coaching et les ateliers qu'on va pouvoir mener par rapport aux personnes qui sont en face. La formation, pour moi, c'est aussi très important, s'assurer que toutes les personnes en face soient bien formées, certifiées peut être un plus, mais déjà formées et bien comprendre leurs différents rôles. Pour moi, ça c'est vraiment un facteur clé de succès. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté passage de relais, c'est-à-dire que
Le coaching, ce n'est qu'un temps. En tant que coach, on doit s'effacer à un moment donné. Et donc, on doit trouver des ambassadeurs qui vont continuer d'appuyer cette transformation et de diffuser autour d'eux toute l'acculturation que le coach peut mettre en place. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi de valoriser les victoires. C'est-à-dire que quand il y a des grandes mises en production où des équipes Scrum ont vraiment pris le temps de beaucoup travailler, où ça a engendré en fait beaucoup de débats ou de fatigue, il faut vraiment valoriser aussi les équipes et de valoriser toutes les actions qui mènent au succès. Et enfin, de bien définir des indicateurs pour les suivre, les communiquer et bien sûr les challenger. D'accord, donc ces facteurs clés de succès en fait vont permettre une bonne mise en place d'un coaching delivery au sein d'une entreprise. Mais passons d'abord à la première étape de la mise en place d'un coaching delivery. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape, nous donner des conseils pour se lancer dans cette démarche et par quoi commencer concrètement? Ce que je fais toujours, moi, quand j'arrive, c'est que je me présente auprès de tout le monde. Je vais prendre le temps de faire le tour, d'expliquer pourquoi je viens, quelle est en fait la démarche, qui en fait a validé mon mandat de coaching, quelles sont les premières actions que je vais mettre en place, valider et verrouiller en fait avec chaque acteur que toutes mes activités sont bien celles qui sont attendues et leur permettront justement de pouvoir progresser. Il faut identifier aussi les freins et les risques en les mettant sur une matrice ou même un document pour moi, c'est-à-dire de comprendre en fait là où ça ne va pas et quels sont les points de douleur et de me dire ok, voilà mes premières actions et par rapport à ces premières actions, je ne me donne pas trop d'ambition et je ne donne pas trop d'ambition non plus aux équipes. Il faut en avoir, mais comme on vient d'arriver qu'il faut s'adapter à leur rythme, j'essaie de ne pas en fait avoir une liste énorme d'actions parce qu'en réalité, on ne va pas pouvoir les atteindre tout de suite. Il faut aussi se donner un peu un rythme de sprint et donc se dire ok, là sur 2 semaines ou 3 semaines, quelles sont les premières activités que j'ai envie de réaliser avec les équipes et comment je vais mesurer que mon activité ou mon champ d'action a de l'impact. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir le faire. Se donner aussi donc quelques jalons avec des indicateurs. Pas toujours, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien d'en avoir. Et ensuite de définir des axes d'amélioration continue. Donc de faire une première rétro pour dire par rapport à toutes les étapes qui ont été vues précédemment, les différents ateliers, les échanges que j'ai pu mener avec les différentes interviews que je peux faire, soit de Scrum Master, ou de développeurs, de Product Owner ou de d'autres profils, je vais vérifier et verrouiller avec eux que les premières actions d'amélioration continue sont aussi en lien ou complètent le plan d'action que j'avais imaginé en fait en arrivant en tant que coach. Ce qui est important aussi, c'est de valoriser encore une fois les différents succès et donc de dire premier succès, on a pu mettre en place une nouvelle definition of done, donc on remercie pendant l'exercice de rétro. Quand on est en démonstration, on prend le temps aussi de remercier l'équipe en ayant pris le temps de vérifier que le backlog avait été amélioré, qu'ils avaient travaillé sur des nouvelles US. Donc c'est aussi important de profiter de ces cérémonies-là pour revaloriser les équipes, parce que c'est important aussi, même vis-à-vis du métier, de pousser en remerciant le métier, les équipes de dev et en montrant justement que c'est un collectif qui est au service du produit. Alors tout cela est très clair. Maintenant, on a une vision qui, je dirais, est assez claire du coaching delivery, des étapes à mettre en place pour mettre en place cette démarche. Maintenant, en fait, on souhaiterait passer à quelque chose de plus concret. Et donc, dans ce sens, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote client ou une mission qui est particulièrement pertinente à ton goût? Alors, je peux vous parler de ma mission actuelle, donc pour laquelle en fait j'accompagne différentes Scrum Teams. Et donc là, dans l'idée, j'avais une équipe qui récemment est passée au mode agile, puisqu'en fait ils étaient plutôt eux sur la partie transformation, mais plus pour la partie communication. Et donc ils avaient besoin justement de se mettre en mode agile parce qu'ils travaillaient beaucoup avec des prestataires et des agences externes. Et donc eux avaient besoin d'avoir plus de flexibilité dans le développement de produits en lien avec leur portail ou par rapport à des actions de communication. Et donc l'idée, c'est de monter une Scrum Team qu'ils ont commencé à monter, mais ils avaient des manques au niveau des pratiques. Il y a eu en fait un moment où le Scrum Master est venu me voir en me disant « On a un souci au niveau de l'équipe, on ressent finalement des freins et des inquiétudes, est-ce que tu pourrais s'il te plaît passer une tête ou discuter avec eux parce que là ça ne va pas ?» Et donc en fait on a fait 3 séances d'aller-retour où en fait ils me posaient toutes leurs questions. Et moi, je prenais vraiment le temps de leur répondre, soit vis-à-vis de leur rôle, soit vis-à-vis des activités qu'on voulait mettre en place, notamment aussi sur le fait de mettre en place des indicateurs, parce qu'ils avaient l'impression d'être entre guillemets fliqués, de n'avoir que ce côté il faut qu'on ait des bons chiffres, alors que l'idée en fait de ces indicateurs, c'était surtout de se monitorer pour se dire est-ce que finalement on est sur la bonne voie, est-ce qu'on arrive à avoir un backlog qui se remplit au fur et à mesure, qui nous permet d'avoir des user stories qui sont concrètes pour les développeurs, qui répondent à des enjeux métiers, à des besoins pour nos clients. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on mesurait, ils avaient besoin d'être rassurés là-dessus. Ce que je leur ai dit aussi, c'est que le premier indicateur qu'on vérifiait et qui pour moi est le plus important et même essentiel, c'est le mood de l'équipe. Est-ce que tout le monde se sent bien? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce mood est discuté pendant la rétrospective? Quelles sont les actions
d'amélioration continue qui sont mises en place, à la fois pour le sentiment d'appartenance, la bonne ambiance de l'équipe, mais aussi pour continuer d'améliorer justement tous les travaux qui sont menés au niveau de l'équipe. Donc ça, c'était important. Et en fait, ces initiatives, ces différents échanges ont été aussi entendus par le métier, qui a aussi souhaité me rencontrer pour comprendre en fait ce qui se passait. Et quand je leur ai présenté un petit peu tout ce qui était mis en place au niveau de l'équipe, les indicateurs qu'on souhaitait suivre, en fait, ils ont été très intéressés, ils ont compris l'intérêt et ils se sont dit, très bien, comment est-ce que nous, on peut aussi vous aider et t'aider à améliorer ces indicateurs. Et donc, c'était important d'avoir cet échange. On sent qu'il y a du mieux. Après, parfois, ils retournent un petit peu dans une ambiance où ils ont un peu de mal, parfois à revenir un peu aux échanges agiles et aux cérémonies qu'on souhaite suivre. Mais l'idée, c'est quand même de rappeler ce rythme, cette organisation, elle est pour toute la Digital Factory. Donc, toutes les équipes doivent travailler là-dessus. Alors, pour rebondir sur cette anecdote, est-ce que sur l'année écoulée, il y a un sujet qui te rend particulièrement fier ? Je dirais justement cette mission, le fait de l'avoir lancée, d'avoir commencé par une mise en place d'indicateurs. En fait, c'était de mettre en place des indicateurs en fait de suivi finalement du delivery pour se monitorer et challenger les demandes en fait qui émanaient du métier. C'était aussi le fait de leur montrer que parfois un backlog qui est très bien rempli, on arrivait finalement à bien répondre parce qu'on avait un delivery qui était très bon, mais un backlog qui était peut-être moins bien rempli, où il y avait moins d'échanges, on va dire, entre les métiers et les équipes de delivery, faisait qu'on avait du mal finalement à faire des mises en production régulières. Et donc c'était un peu l'idée de lancer cette mission, et ça a continué finalement par l'accompagnement de différentes équipes, par l'accompagnement de différents rôles, dans le fait aussi de remettre en place plus de liens entre les équipes elles-mêmes, parce qu'elles étaient elles sont sur le même plateau, mais elles ne se parlaient pas forcément. Et donc, recréer une communauté de Scrum Master, essayer de créer une communauté de PO, donc ça, je n'y suis pas encore arrivée. Ils sont pas très fans, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils m'ont dit qu'ils avaient du mal, mais ils essaient quand même d'avoir plus d'échanges entre eux, et puis aussi de mieux travailler avec les équipes un peu plus transverses du type DevOps. Ça, c'est important aussi de bien les inclure dans la partie processus de mise en production, ou sur le travail qu'il peut y avoir sur le fait de mettre en sécurité les environnements, et donc de travailler avec les équipes cyber, par exemple. Écoute, super, très clair. Merci pour ce partage d'informations. Maintenant, si le public veut en savoir plus sur le coaching delivery, est-ce que tu aurais des ressources à nous proposer pour en savoir plus, justement ? Eh bien, j'ai envie de te dire, ils peuvent nous écouter les différents podcasts Digital and Agile Transformation, puisqu'on a traité de différents sujets sur l'agilité. Ils peuvent également consulter nos livres blancs, donc le livre blanc sur le mode produit, l'étude de maturité agile aussi qui est sortie en 2022. Je n'en dirai pas plus, mais je fais un peu de teasing. En tout cas, voilà, c'est une étude pour laquelle moi j'avais pu participer, et je trouve que ça donne aussi beaucoup de clés par rapport à l'organisation d'une Digital Factory ou même d'un mode produit, et sur des indicateurs qu'on peut suivre, ou même sur de l'outillage au niveau du delivery. Voilà, donc pour moi, ce sont aussi des éléments qui sont essentiels. Et puis ne pas hésiter aussi à nous solliciter pour en savoir plus sur nos activités et nos missions. Et donc pour clôturer cette interview, aurais-tu un dernier conseil à nous donner ou un mot de la fin ? Un mot de la fin, ce que je pense, je l'avais déjà dit à mon précédent podcast, et ce que je dis souvent aussi à mes filleuls ou même au niveau des équipes au sein d'EY, c'est en tant que consultant, notre rôle, c'est d'accompagner les organisations, c'est d'accompagner des collaborateurs, et donc c'est d'être avant tout centré sur l'humain. Et donc toute action de coaching, pour moi, est forcément liée à de l'humain. Il faut faire confiance à la technologie, mais il faut aussi également faire confiance aux collaborateurs. Et donc c'est important d'allier toute transformation ou coaching par le fait d'embarquer les acteurs qui vont être touchés par cette transformation, mais également de mettre en place beaucoup plus de liens entre les personnes et de pouvoir les écouter et comprendre quels sont en fait leurs enjeux pour ensuite déterminer les meilleurs plans d'action. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Je tiens à te remercier tout d'abord, Ursula, pour cet échange, et merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts DNAT, Digital and Agile Transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles, et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.